Aujourd'hui, je m'apprête à faire quelque chose que je m'étais promis de ne pas faire en commençant ma chaîne YouTube. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi je m'étais promis de ne pas le faire et pourquoi je vais le faire aujourd'hui. Mais avant ça, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler du trouble de la personnalité borderline. Quand on regarde un peu les chiffres de prévalence, c'est-à-dire du nombre de cas qu'on observe en population générale, on se rend compte à quel point c'est un trouble qui est beaucoup plus communément répandu qu'on pourrait le penser. On estime grosso modo entre 2 et 6% de la population générale qui pourrait être atteinte de ce trouble de la personnalité. Ce chiffre grimpe à 10% quand on regarde la population des personnes qui vont consulter un professionnel de la santé mentale, un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, etc. Et on atteint même les 20% dans les centres de soins psychiatriques. Alors les chiffres que je vous donne, ils sortent pas de mon chapeau, c'est les chiffres que vous retrouvez dans le DSM-5, donc la 5e édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. C'est une espèce d'énorme bouquin comme ça qui sert aux professionnels de la santé mentale à élaborer et proposer des diagnostics à leurs clients ou patients. Ces chiffres sont assez révélateurs parce que ça nous montre que finalement, il y a de fortes chances que les personnes que vous côtoyez, que vous connaissez, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage amical, professionnel, souffrent de ce type de trouble de la personnalité. Et si vous êtes thérapeute ou dans un travail de l'accompagnement, de la relation, il y a de fortes chances que vous ayez des clients ou patients qui présentent un trouble de la personnalité borderline. Et donc c'est assez important de connaître ce type de fonctionnement pour pouvoir accompagner efficacement et ne pas faire des erreurs grossières. Alors, le trouble de la personnalité borderline, ça se caractérise comme un mode général d'instabilité dans les relations aux autres. Donc, il va y avoir des perturbations de l'image de soi, des affects, avec une impulsivité assez marquée qui apparaît à peu près au début de l'âge adulte et qui est présente dans des contextes variés, comme peuvent en témoigner au moins 5 des manifestations suivantes. Premièrement, des efforts effrénés pour éviter les abandons, qu'ils soient réels ou imaginaires. Cette crainte, elle peut se focaliser sur les personnes de l'entourage proche, les conjoints, conjointes de vie, les enfants, parents, etc. Ça peut également se porter sur d'autres types de figures d'attachement et également sur les thérapeutes. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des personnes qui vont avoir besoin comme ça de s'assurer en permanence de la stabilité, de la sécurité du lien qu'on peut avoir avec elles. C'est-à-dire le fait de pouvoir échanger des textos par WhatsApp par exemple ou des échanges de mails pour s'assurer de la continuité du lien parce qu'elles peuvent toujours se dire que leur thérapeute peut les laisser tomber du jour au lendemain. Parfois, cette manière de tester le lien, elle peut être problématique parce qu'elle va justement générer un certain niveau d'agacement, voire même de rejet de la part des différents interlocuteurs. Parce que parfois, cette manière de tester le lien, ça va être le fait de provoquer, de pousser l'autre dans ses retranchements, de telle manière à tester si il ou elle va abandonner ou non. Et là, il y a quand même un très fort risque que ça fasse un effet de prophétie auto-réalisante, puisque ce que la personne craint le plus à ce moment-là risque fort de se produire, puisque le comportement peut induire justement le fait d'être rejeté. On arrive donc au deuxième critère, qui va être un mode de relation interpersonnelle instable et intense, caractérisé par l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation. L'autre peut être surinvesti, mis sur un piédestal, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il va chuter de son piédestal et va être dévalorisé de façon tout aussi excessive. Un thérapeute pourra par exemple être vu comme étant un sauveur, quelqu'un qui va être idéalisé pour ses savoirs, pour ses connaissances, comme un expert, et à un autre moment pourra être fortement dévalorisé avec la crainte qu'il abandonne ou alors qu'il ou elle soit un imposteur, etc. En tant que thérapeute, je peux vous dire que c'est fondamental d'avoir cette notion en tête si au moment où on commence à être attaqué, où on commence à être dévalorisé, on entre dans une logique d'escalade symétrique et qu'on vient répliquer, ça peut faire des dégâts considérables chez l'autre. Et dans ces moments-là, c'est donc fondamental de préserver le lien, coûte que coûte, pour pouvoir revenir sur ce qui s'est passé. Ce que je peux faire par exemple dans la thérapie, c'est proposer un genre de pacte avec les personnes pour leur dire, vous savez, ça peut arriver qu'il y ait des moments dans lesquels je dise ou je fasse quelque chose qui vous fasse du mal ou qui vous blesse. Mon intention ne sera jamais celle-ci, mais si ça arrive, c'est extrêmement important que vous puissiez venir me le dire et qu'on puisse en parler ensemble et qu'on puisse dénouer les choses. Par contre, après, c'est très important, au moment où on en parle, de ne pas prendre les choses personnellement et de ne pas se sentir attaqué. Parce que le moment où ça va venir, croyez-moi, ça va pas se faire dans la dentelle. Comme ça s'invite avec des émotions extrêmement fortes, très vives, forcément, la forme ne va pas être au rendez-vous et les choses vont sortir d'une manière qui va être vraiment à fleur de peau.
D'ailleurs, souvent, les personnes qui ont un trouble de la personnalité borderline peuvent être décrites par les autres personnes de leur entourage comme étant des hypersensibles ou des écorchés vifs. Parce qu'il y a aussi, on arrive à un troisième signe, une certaine forme d'impulsivité de la part des personnes qui ont ce trouble de la personnalité, et c'est ce qui fait qu'il peut y avoir des passages à l'acte assez rapides. Cette impulsivité, toujours selon le DSM, elle doit se trouver dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables pour les personnes. Ça peut être par exemple des dépenses, dans la sexualité, la toxicomanie, des conduites automobiles dangereuses, des troubles du comportement alimentaire, etc. On en arrive donc au 4e point qui va être une instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur. Donc les émotions vont être vécues de manière extrêmement intense, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas la même chose que la bipolarité ou que le trouble maniaco-dépressif. C'est-à-dire que vis-à-vis d'un même événement, il n'y a pas des journées comme ça qui vont être des journées de joie, de bonne humeur dans lesquelles l'événement va bien passer, d'autres dans lesquelles il va être vécu sur un mode négatif ou dépressif. Ce sont des événements bien spécifiques qui vont déclencher des émotions tout autant spécifiques. Et pour comprendre la réactivité émotionnelle, il faut comprendre l'histoire des gens, parce qu'il y a toujours une excellente raison, que ce soit parce que les personnes ont subi des traumatismes, des abandons, des agressions sexuelles, il y a toujours des signaux qui activent une grande réactivité émotionnelle, mais toujours avec une raison sous-jacente. Par contre, effectivement, dans l'intensité, ça peut aller très loin pour quelque chose qui va apparaître aux yeux des spectateurs, aux yeux des proches, comme étant assez anecdotique. On arrive maintenant à un autre de nos 9 critères qui va être une perturbation de l'identité, une instabilité marquée et persistance de l'image de soi ou de la notion de soi. Ce que ça veut dire en fait, c'est qu'il peut y avoir des revirements assez soudains et brutaux dans les questions identitaires. Vous allez voir des personnes qui peuvent changer comme ça assez radicalement au niveau de leurs valeurs, des désirs professionnels. Ils vont avoir des idées ou des projets qui concernent par exemple leur carrière qui peuvent changer de façon diamétralement opposée du jour au lendemain. Ça peut également se manifester au niveau des fréquentations ou au niveau de l'identité sexuelle. On peut comme ça passer d'une position à demander ou à réclamer de l'aide à une autre position dans laquelle on va avoir des velléités de se venger contre les autres des mauvais traitements qu'on a reçus. C'est ce qu'on appelle dans le jargon systémique la légitimité destructive, c'est-à-dire la manière dont on peut, sans s'en rendre compte, faire du mal aux autres quand on a nous-mêmes été blessé. On peut également observer, ça c'est un autre des critères du DSM, une répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou de comportements automutilatoires. D'ailleurs, c'est souvent suite à des comportements de ce type que les personnes arrivent dans le milieu du soin. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces actes autodestructeurs sont assez souvent précipités par des menaces de séparation ou de rejet, ou par l'attente que le sujet assume plus de responsabilités. Ces automutilations peuvent également apparaître dans des moments de dissociation. Et en fait, elles soulagent souvent la personne en la rassurant sur le fait qu'elle est capable de sentir quelque chose, ou en lui permettant d'expier son sentiment d'être mauvaise. Il peut y avoir également un sentiment chronique de vide, c'est-à-dire que les personnes ont vraiment la sensation d'avoir un grand vide intérieur qu'il faut venir combler. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir des risques de dépendance à des produits, parce que les personnes peuvent venir combler ce vide avec la drogue. Elles peuvent également le combler à travers la sexualité, c'est-à-dire que les personnes vont être dans des mouvements comme ça, où pour ne pas sentir ce vide intérieur, elles vont avoir besoin de vivre des émotions assez intenses, et ça peut les entraîner dans des conduites à risque. On arrive maintenant au 8e critère qui va être le fait de vivre comme ça des colères extrêmement intenses et parfois même inappropriées. C'est-à-dire que comme l'émotion est vécue extrêmement intensément et qu'elle peut être déclenchée par un événement qui, aux yeux des autres, n'est absolument pas significatif, ça va donner des choses qui sont extrêmement surprenantes. Parfois, les personnes peuvent comme ça entrer dans des bagarres ou dans des conflits qui va après avoir des conséquences extrêmement délétères, puisque ça va justement renforcer ce rejet de la part de l'entourage. Ça peut aussi prendre une forme beaucoup plus passive-agressive, c'est-à-dire que ça va prendre la forme de sarcasme ou de paroles qui peuvent être très blessantes pour les autres. Ce qui peut amener des grands élans de culpabilité où les personnes vont se sentir mauvaises et où ça va devenir un cercle vicieux. Et enfin, le 9e critère, ça va être la survenue transitoire dans des situations de stress d'une idéation persécutoire ou de symptômes dissociatifs sévères. C'est-à-dire que dans des périodes de stress intense, les personnes vont comme ça pouvoir basculer dans quelque chose où elles ont l'impression d'être persécutées. Ça peut même être confondu dans certains cas de figure avec un fonctionnement de type paranoïaque si on regarde les personnes dans ces situations de stress. C'est pour ça que de toute manière, globalement, on ne peut pas poser un diagnostic de trouble de la personnalité borderline
ponctuellement quand on rencontre une personne dans un court laps de temps. Il faut en règle générale une période grosso modo de 2 ou 3 ans pour pouvoir poser le diagnostic, pour que justement on ne confonde pas ces symptômes avec ceux d'un autre trouble. D'ailleurs, pour Luigi Cancrini, qui est un psychiatre italien qui a notamment écrit un ouvrage sur le sujet, ce trouble ne serait pas un diagnostic figé, mais un mode de régression dans lequel les gens peuvent plonger quand l'angoisse ou la frustration sont trop fortes. Selon lui, en fait, on peut se retrouver dans un océan borderline. Certains y font un petit tour par mauvais temps et d'autres s'y noient régulièrement dès que le stress familial ou personnel devient insoutenable. Je vous ai donc présenté là les 9 critères diagnostiques du DSM et il faut qu'il y ait au moins 5 d'entre eux pour qu'on puisse poser un diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Je rappelle quand même qu'un diagnostic ne peut être posé que par un médecin psychiatre, donc l'idée en vous présentant ces signes, c'est absolument pas d'aller vous auto-diagnostiquer. Si vous vivez ça pour vous-même ou que vous accompagnez des personnes pour lesquelles vous suspectez qu'il peut y avoir ce type de trouble, c'est très important de pouvoir les orienter vers un professionnel de santé ou si c'est pour vous-même, de pouvoir aller en consulter un. Dans une perspective systémique, c'est très important de prendre en considération le fait que les symptômes ne se vivent pas en solo. C'est quelque chose qui se vit de manière circulaire. Les symptômes, bien sûr, affectent la famille, mais la famille également a un effet très important sur les symptômes. Parce que dans la plupart des cas, l'environnement, la famille, les proches nourrissent, souvent malgré eux, ces allers-retours affectifs qui vont alimenter le trouble. Et on va maintenant toucher du doigt ce que je vous disais un peu en introduction, la raison pour laquelle je ne souhaitais pas parler du diagnostic sur la chaîne, c'est que mon approche théorique de référence étant l'approche systémique, je considère qu'on ne peut pas isoler une personne, l'étiqueter avec un diagnostic parce que d'une certaine manière, ça efface la dynamique relationnelle, la dynamique circulaire. Cette question du diagnostic, il faut toujours la prendre avec une infinie précaution. Parce que tout ce qu'on va retrouver dans ces catégorisations diagnostiques, il ne faut jamais oublier que ce ne sont que des tentatives que l'on fait de mettre des mots sur une réalité qui nous échappe. Et en tant qu'individu dans une société, le mal s'exprime toujours de façon normalement anormale. Ce que ça veut dire, c'est qu'une société qui va reconnaître certains symptômes, qui va leur donner un nom, ça va permettre aux individus qui souffrent d'un mal qu'ils n'arrivent pas à métaboliser, de mobiliser leur comportement en adéquation avec ce qui est reconnu socialement parlant. Mais si on vient maintenant à nos moutons, pourquoi, vous ayant dit ce que je viens de vous dire, j'ai quand même pris la décision de faire une vidéo sur le sujet. Puisque sinon, une grande majorité des personnes qui vont parler du trouble de la personnalité borderline vont en parler avec une logique de causalité linéaire, c'est-à-dire qu'on va poser un diagnostic et ensuite on applique un traitement. Et on ne voit pas de quelle manière est-ce que les choses se sont mises en place de manière circulaire. Et c'est vraiment cette idée pour laquelle je voudrais plaider dans cette vidéo. Si vous vous reconnaissez ou que vous reconnaissez des personnes que vous accompagnez dans ces critères diagnostiques, dites-vous bien que les personnes ont toujours une excellente raison d'agir comme elles le font. Le symptôme, d'une certaine manière, s'est mis en place comme étant la meilleure manière que la personne a pu trouver de fonctionner dans un environnement qui a pu être dysfonctionnel. Donc plutôt que de catégoriser et de juger, ce qui va être essentiel, c'est de comprendre comment les choses se mettent en place et ensuite d'intervenir d'une façon systémique, c'est-à-dire d'une manière qui va prendre en considération l'entourage et les relations complexes que les personnes peuvent entretenir avec leur environnement au sens le plus restreint comme le plus large. Quand je dis au sens le plus restreint, ça va déjà être comment est-ce qu'on va accompagner la famille et non pas l'individu seul. Parce que le simple fait d'expliquer ce que je viens de vous expliquer à un niveau familial, ça va déjà amener une autre vision du problème. Et ça va permettre de briser ces cycles, ces patterns répétitifs dans lesquels certaines crises vont amener un rejet et les rejets vont augmenter la probabilité d'apparition des crises. On va pouvoir amener les personnes à métacommuniquer, à comprendre ce qui se joue dans la relation et donc à trouver des stratégies de pause complémentaires pour éviter les escalades de tension, les rejets, les conflits familiaux qui peuvent parfois amener des ruptures assez brutales. Et souvent, d'ailleurs, à un niveau familial, ces ruptures arrivent parce que l'entourage veut se protéger ou protéger ses proches. Ça arrive notamment, par exemple, dans une famille, lorsqu'il y a des petits-enfants. À ce moment-là, par exemple, ce qui était acceptable du comportement d'un des membres de la famille ne le devient plus lorsqu'on devient parent et qu'on doit protéger nos enfants. Et ce qui est très important, du coup, dans une perspective systémique, c'est qu'on ne soigne pas uniquement l'individu, on traite la relation. Et lorsque tout le monde comme ça peut participer, c'est également extrêmement facilitant pour les personnes qui vivent ce type de trouble, puisque à ce moment-là, elles ne se sentent pas pointées du doigt comme étant celles qui ont un problème et qui doivent aller se faire soigner. C'est l'intégralité du système qui vient et ça amène un message fort d'amour et de soutien. Ce qui est également extrêmement intéressant. Dans ce type de configuration qui est malheureusement assez peu souvent proposée, ce sont ce qu'on appelle les thérapies multifamiliales. C'est-à-dire en gros comme des thérapies de groupe dans laquelle il y a plusieurs familles
qui viennent en même temps. Il peut y avoir par exemple plusieurs familles dans lesquelles il y a une personne qui a été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline, et les unes les autres peuvent se parler de ce que ça fait, de qu'est-ce qu'elles peuvent vivre, et ça a un effet thérapeutique extrêmement puissant, puisque là ce sont les personnes qui parlent en connaissance de cause. Après il y a d'autres styles de thérapie qui sont beaucoup plus individuels, comme par exemple la thérapie des schémas. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous trouvez que ça peut être intéressant de faire d'autres vidéos avec une vision systémique de certains grands troubles psychiatriques, ou alors si vous êtes plutôt d'accord avec ma première intuition qui était de ne pas parler de ces grandes catégories diagnostiques pour justement ne pas augmenter cet effet de diagnostiquer, d'étiqueter les personnes. En tout cas, c'est une première que je teste avec vous, donc je serais vraiment très intéressé pour avoir vos réflexions, votre avis sur le sujet, ça alimentera beaucoup la mienne. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour du contenu qui s'intéresse à la psychologie et à l'approche systémique, et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.